Tiens, dites-moi 3 mots là. Comme ça, on va bien voir. Ah non, 3 mots, ça n'a pas d'intérêt. Comment dirais-je, né le 6 août 1924. Voilà par exemple. Voilà. Tac, c'est parti. Cher Monsieur Laroche, merci de vous prêter à ces quelques moments un peu de rappel de nos souvenirs, Oui. parce que c'est ça l'idée. Je voudrais qu'on revienne ensemble en arrière. Je voudrais que vous mettiez 70, 75 ans en arrière, plus, et que vous me disiez quel jeune homme vous étiez quand vous aviez 17 ans. On va commencer par ça. Quand j'avais 17 ans. Quel jeune homme étiez-vous? Alors, attendez voir. Quand j'avais 17 ans, c'était en quelle année ça? Je suis né en 24. C'est en 41. 41, j'avais dit. Non, je n'avais pas 17 ans, 41. J'avais plus de 17 ans, 41. Vous êtes né en quel jour de 24? Août 24. 24, alors si. En 34, j'avais 10 ans. Oui. En 40, vous en aviez 16. 15 et demi, 16. Voilà. Alors, en 40, j'en avais 16. Alors, on peut commencer en 40. Et on commence en 40. On peut commencer en 40. Ah oui. Parce que. Il s'est passé des choses. Oui, là, en 40, c'est passé déjà quelque chose. Parce que. Il y avait, dans ma famille, j'avais 3 frères mobilisés. Et il y en avait un, le plus jeune, qui s'était engagé dans l'armée, parce qu'il était valet de ferme, et il s'était engagé dans l'armée, et il avait été au SPI en Algérie ou au Maroc, l'un ou l'autre. Et il a fait donc 3 ans. Et il finissait en 38, ces 3 ans. Et il a été maintenu en 38. Et il a été maintenu, et donc il a changé de régiment, mais enfin il a toujours, et il a été sur le front en 40. Et il est venu une fois en permission, et quand il est venu en permission, avec tout son barda et tout ça, et moi j'étais émerveillé de voir un soldat avec son sac, son casque, tout ça. Ça faisait bien. Ça avait de l'allure. Alors lui, il m'a dit, mais tu sais, moi la guerre, elle me sert à rien. Je touche 10 centimes par jour et l'instituteur qui est à côté de moi touche son salaire. Alors il dit, rien que de lasser mes chaussures, moi, avec 10 centimes, j'ai déjà fini ma journée. Tandis que eux, ils ont un salaire, ils peuvent travailler plus que moi. Enfin, ça, c'était son opinion. Et l'opinion a été effectivement que tous ceux qui étaient fonctionnaires touchaient leur salaire. Et tous ceux qui étaient fermiers, ou de la culture et tout ça, ils touchaient 10 centimes par jour. Alors ça donnait une injustice dans l'armée qui était épouvantable. Déjà, une mauvaise ambiance. Voilà. Une mauvaise ambiance. Et alors, cette mauvaise ambiance a amené à la débâcle. Mais une débâcle étudiée. Une débâcle étudiée parce que, en réalité, on voulait supprimer les congés payés. Et en déclarant la guerre, les lois sociales et les lois, tout ça est balayé. Il n'y a plus de rien, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus rien. Alors, il n'y a plus rien que le gouvernement, l'armée qui gère et alors qui amène une injustice parmi la population. Tout à fait. Et alors, arrivé donc la fin de la guerre,
Juste avant la fin de la guerre, comment s'appelait ce frère? Quel était son prénom? Mince. Il vous reviendra. Euh, C'était quel frère? Jean. C'était Jean. C'était le combientième, on a dit? Ah, parce que moi, je suis le 9e. Ah oui, il y a du monde. Moi, je suis le 9e. Alors, il y avait mon frère qui a 3 ans de plus que moi, ma sœur, et lui, ça fait 4, il était donc le 6e. Ah oui. Voilà, un mot quand même sur lui. Comment est-ce qu'il a vécu cette guerre? Ah ben, il a vécu la guerre, lui, extraordinaire, parce que il a été mis dans son régiment, n'était plus dans les spahis, il était dans les chenilles. Renault fabriquait des autochenilles, Oui. il fabriquait des autochenilles, et pour les canons de 75. Alors, il y avait une chenille pour tracter le canon, mais il y avait aussi une chenille de maintenance pour les obus. Oui. Pour les obus. Alors, lui, il était dans la chenille de ravitaillement pour les obus. Pour les munitions et les œufs. Pour les munitions et enfin ce qu'il devait apporter, quoi. D'accord. Et alors, je me rappelle qu'il m'a dit, quand les Allemands attaqueront, parce que on savait que les Allemands attaqueraient, parce que nous, on n'a pas attaqué, puisque nous avions une alliance avec la Pologne, et nous n'avons pas anticipé la guerre du fait qu'on a laissé écraser la Pologne, et exprès, parce que on voulait surtout faire la guerre au Front populaire. Et alors, justement, ça a amené il y avait une différence. J'étais gamin à ce moment-là, et quand on était gamin à ce moment-là, on n'avait pas droit à la parole ni rien. Et on avait, dans toutes les maisons, il n'y avait pas de radio. Il y avait quelques grosses maisons qui avaient un poste de radio, mais il n'y avait pas de radio, alors on n'avait pas d'information. Et quand on était enfant, on n'avait pas le droit de regarder le journal. On ne devait pas lire le journal, parce qu'il n'y avait que des mauvaises nouvelles dans le journal. Ça ne devait pas nous influencer, tout ça. Mais moi, j'étais très curieux de nature. Je n'ai pas été instruit à l'école, mais je me suis instruit par d'écouter, de voir comment les choses se passent et les analyser moi-même. J'ai fait la chose comme ça. Et donc, en 40, ça a été la débâcle. Alors, mon frère, il a dit, moi, dès que les Allemands attaqueront, hop, je fous le camp, je rentre à la maison avec mon matériel. Effectivement, il est arrivé 2 jours avant les Allemands, à Angoulême. Quand on l'a vu arriver avec ça. Seul ou avec son régiment? Non, tout seul, avec ça, comme il ravitaillait. Avec sa chenille? Avec sa chenille et sa remorque et de l'essence dedans. Les bidons d'essence, il est arrivé. Il y avait un tas de gens qui venaient de l'Est ou de la région parisienne sur les routes, et lui, il a passé avec son truc, et il en a emmené une quantité de gens qui étaient sur la route, qui sont montés dans ce chenillette, et quand il est arrivé à Angoulême, il a dit, moi, je ne vais pas plus loin, vous continuez si vous voulez. Et quand on a vu cette... et donc, les Allemands sont arrivés, et 2 jours après, au mois de juin, je ne me rappelle pas, enfin, dans le mois de juin, fin juin, par là. Ils sont arrivés et on a dit, merde, mais ce matériel-là, les Allemands, s'ils viennent là, ils vont voir ça. On l'a caché sous la paille. On a fait un mulon de paille et on l'a caché en dessous.
Et pendant la guerre, il est resté sous le moulon de paille pendant toute la guerre. Et juste pour l'anecdote, à la sortie de la guerre, qu'est-ce qu'elle est devenue cette Je ne cheminette? sais pas, parce que moi, Ah j'étais ouais, pas là. d'accord. J'étais pas là. Je sais pas, j'étais pas là. Parce que, alors, à ce moment-là, il y en avait beaucoup de gens, de soldats, qui n'étaient pas habillés en soldats, qui étaient habillés en civil, parce qu'on n'avait plus de vêtements pour les habiller. Alors ils étaient habillés avec un pantalon de velours, un bleu de travail, des trucs de braque à la branque, quoi. Il y en avait qui avaient un beau costume, l'autre qui avait une veste de velours, l'autre... euh, et il est venu quelques jours, peut-être une semaine après que les Allemands étaient là, les soldats français qui n'étaient pas prisonniers et qui étaient Ouais, dans leur maison, voilà. on leur a dit de se rendre à la caserne à Angoulême pour être démobilisés. Ouais. Alors, mon frère et deux autres hommes du coin, du village, ils disent on va aller se faire démobiliser. Mais mon frère était astucieux aussi, il était observateur. Il dit si je suis pas de retour à midi, tu viens à la caserne voir où je suis. Alors j'ai pris, à midi, il n'était pas revenu, 1 heure non plus, 2 heures non plus. J'ai pris mon vélo, après le casse-croûte, j'ai pris mon vélo, j'ai été à la caserne, puis à la caserne, je connaissais, c'était le 502. Je connaissais, et puis la barrière était fermée, il y avait des soldats allemands qui étaient devant la barrière pour que on pouvait rentrer, mais on ne pouvait pas sortir. Alors, je m'approche de la barrière et les gars étaient là avec leur bidon. Tu peux pas aller me chercher un bidon de Pinard, tu peux pas aller chercher un bidon de Pinard. Bon, je veux bien, mais je dis, est-ce que tu as vu le soldat Laroche par là? Ah, il dit oui, je l'ai vu, il est je me rappelle plus quel régiment. Oui, oui, je l'ai vu, il était avec 2 copains. Eh ben, je dis, moi, je vais te chercher un bidon de Pinard, mais tu vas chercher mon frère. Alors, je reviens À qui vous parliez là? à des gens à travers Ah la oui, à des barrière. Français à travers Oui, la mais à des barrière. Français, à des Français. Parce que les Allemands, ils étaient là pour empêcher de sortir, mais pas pour empêcher de rentrer. Et ils étaient là pour que les gens rentrent pour se faire démobiliser. Et ils démobilisaient personne. Hmm. Alors, mon frère, il me dit, il vient, et puis il me dit, ah ben, t'as bien fait de venir. Mais ce soir, il dit, viens donc et apporte une corde, mais une grosse corde, ce qui servait pour guider les chevaux. Il dit, le long du mur, il y a un lampadaire. Tu accroches ta corde autour du lampadaire et tu passes le reste de l'autre côté du mur. Ouais. Alors, le soir, comme il n'y avait pas le couvre-feu, le soir, je vais là-bas, j'attache le truc, je passe dessus. Ils étaient de l'autre côté du mur. Alors, mon frère a grimpé, passé de l'autre côté du mur. Ses copains ont passé de l'autre côté du mur. Et puis d'autres ont aussi, qu'on ne sait pas. Et puis d'autres qui n'ont pas voulu. On dit non, on va rester sévèrement mobilisés. Et puis, euh, ils ont resté 2, 3 jours là, et puis un jour, on les a tous embarqués en Allemagne. Et mon frère est resté là parce qu'ils étaient évadés des trucs. Il s'était méfié. Il s'était méfié. S'était méfié. Il s'est Et toujours méfié. Il n'a jamais eu confiance en ce qu'on leur a dit, et il s'est toujours méfié de ça. Alors, à ce moment-là, moi, il était revenu dans la ferme dans laquelle il était, et moi, j'étais dans la ferme qu'il était quand il a été mobilisé, mais comme on était deux, on était même 3 avec mon autre frère, plus âgé que moi, 3 ans plus âgé que moi. On était dans la même maison, alors on dit on peut pas rester là parce qu'il n'y a pas de travail pour nous et il faut nous nourrir et tout.
Alors j'ai cherché une maison ailleurs. J'ai été dans une autre maison, comme valet de ferme. Mhm. Et dans cette maison, c'était le maire. C'était une ancienne ferme, c'était une ferme hôtel, Mhm. hôtel-restaurant. Mhm. Et une assez grande ferme. On avait 100 hectares cultivables. Et pour la Charente, c'était une très grande ferme. Énorme pour l'époque, oui. Oui, pour l'époque, c'était une grande ferme. Alors, on a travaillé, tout ça. Et puis, un jour, les Allemands sont arrivés, mais des jeunes, faire leur classe. Mhm. Oh, quand on les a vus arriver en motocyclette, silcar, tout ça, autochenille, tout ça, armés de mitraillettes, de trucs, habillés confortablement, tout ça, avec des imperméables qui couvraient les jambes, des casques bien. Nous, ils étaient habillés, il fallait voir comment. Il y en avait un qui avait les bandes moltières, l'autre qu'on n'avait pas, l'autre qui était habillé en kaki, l'autre qui était habillé en gris vert. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Et j'ai été émerveillé de voir ces soldats L'impression d'ordre et d'organisation. d'ordre et d'organisation et impeccable et tout ça. Les officiers, ils étaient stationnés à côté de leur truc. De voir ça, j'étais émerveillé. C'est vraiment une organisation du tonnerre et tout ça. Ah. Alors, bon, au début, ça semblait bien. Ça semblait bien. Mais ça n'a pas été longtemps. Ça n'a pas été longtemps parce que ils n'étaient pas très bien nourris. Alors, il fallait qu'on les nourrisse. Pour l'instant, on avait des produits. On avait encore des réserves de farine, des réserves de pommes de terre, de haricots, de choses. On avait des réserves, on avait encore de la viande, de la volaille, des lapins, des choses. On avait encore, on n'avait pas encore souffert malgré que la réquisition s'était faite sur les chevaux. Oui. Sur les chevaux, mais pas sur les vaches, pas encore. Il n'y avait pas encore la réquisition. Mais il est venu un moment où il a fallu réquisitionner pour nourrir l'armée allemande. Alors, bon, au départ, ça a été une bête, et puis quelques temps après, une autre, et puis c'était plus qu'on en faisait grandir, et alors ça devenait. Alors, ils sont venus dans l'hôtel-restaurant, et il y avait un officier qui était dans l'hôtel-restaurant, et c'était au début, c'était des motards, et après, c'était de l'artillerie, avec des chevaux qu'ils avaient pris à l'armée française. Et alors, comme dans la ferme où j'étais, autrefois, il y avait une foire. Et on avait des bâtiments pour loger les animaux qui venaient à la foire. Et alors, les Allemands ont pris comment dirais-je, les bâtiments pour mettre des chevaux. Et alors, les chevaux étaient, pour les entretenir, les gars, tout ça, ils les mettaient dans la cour pour les brosser, les laver, tout ça. Et puis moi, j'avais pas le droit de sortir les miens de la ferme dans laquelle j'étais. Je n'avais pas le droit de sortir les miens parce qu'on avait un ruisseau qui passait au bout de la ferme et les chevaux allaient boire au ruisseau. Alors moi, je détachais mes choses et allais boire au ruisseau. Des chevaux qui n'avaient pas encore été réquisitionnés. Ils nous en avaient déjà réquisitionnés parce qu'on avait 5 chevaux. On en avait 5, mais il nous en restait 3. Ah, il nous en restait 3. Alors, bon. Alors comment faire pour... un coup, ils avaient attaché, ils avaient une dizaine de chevaux là dans les bâtiments. Ils les avaient attachés le long du mur, comme ça, avec
des chaînes qu'ils avaient mis dans le mur et tout ça. Moi, j'ai dit, ils me font chier avec leurs chevaux, là. Je les détache. Je les détache tout. Et puis, on avait une chienne qui n'aimait pas les chevaux, qui s'appelait Vaillante. J'ai dit, Vaillante, allez, attaque-les. Hop, alors saute des chevaux avec une chaîne attachée au truc, comme j'avais détaché la chaîne qui leur tape les pattes quand ils sautent. Les voilà partis dans le village, les chevaux, tous à la cavalcade et la chienne derrière, et hardi les miens. Bon. L'officier, elle se dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Il dit, il va falloir mettre de l'ordre. Alors, moi, j'ai dit que j'étais pas là. Quand j'étais dans les champs, j'étais pas là. Alors, bon, ça s'est passé comme ça. Et puis les chevaux, bon, ils les ont attrapés, les ont remis et tout ça. Et quelque temps après, dans l'écurie où j'avais les chevaux, j'avais un coffre à avoine. Et toutes les semaines, je descendais un sac d'avoine pour mettre dans le coffre, pour donner aux chevaux. Et puis, Allemand? Non, les miens. Aux trois vôtres? Les miens, justement. Eux qui se démerdent avec les leurs, mais moi, pour les miens. Alors, ils se sont rendus compte que j'avais de l'avoine dans mon écurie. Et puis, au bout du milieu de la semaine, merde, il n'y en avait presque plus. D'habitude, je faisais la semaine. Oh, j'ai dit, ils viennent me piquer l'avoine dans le coffre. Oh, j'ai dit, je vais les baiser. Je vais les baiser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au mois de juin ou juillet. Juillet, forcément. On avait rentré les foins, des foins. Je me mets dessus l'écurie des chevaux, sur le foin. Il y avait une porte pour entrer le foin dessus l'écurie des chevaux. Et cette porte qui était à 2 battants, quand on l'ouvrait, alors je dis, je vais mettre en haut sur le bord de la fenêtre, quand ils vont venir, je vais mettre un seau d'eau et je vais lui filer un seau d'eau sur la tête au gars quand il va venir chercher de l'avoine dans le coffre. Alors en effet, la nuit, dans le milieu de la nuit, sur le foin chaud, je m'étais endormi et puis j'avais pas entendu rentrer le soldat. Mais j'ai entendu, ça m'a réveillé, le temps que je prenne mes esprits, j'écoute et j'entends qu'il ferme le coffre d'avoine. Alors je dis, il va sortir. Quand il va sortir, je vais verser le seau sur sa tête, mais au lieu de verser l'eau, je verse le seau. Et le seau lui tombe sur la tête et lui fait une fracture du crâne. Enfin, pas une fracture, une blessure du crâne. Alors, il gueule au charron, et d'autres sont réveillés, qui étaient dans les écuries, tout ça, sont venus, tout ça. Moi, je suis descendu, je suis venu voir qu'est-ce qu'il avait, tout ça, et puis ils m'ont arrêté, et puis le lendemain matin, j'étais parce qu'il y avait une commandanture, j'étais à la commandanture, ils m'ont emmené à la commandanture, et dit pourquoi j'ai fait ça. Eh bien, j'ai dit, j'ai fait ça pour punir le soldat qui venait voler l'avoine. Je ne voulais pas qu'il soit puni parce que c'est un voleur, et je savais que les Allemands punissaient les voleurs. Alors moi, je voulais simplement lui verser l'eau sur la tête. Et comme j'étais pas bien réveillé, j'ai lâché le seau et c'est le seau qui est tombé. Le soldat, l'officier allemand, c'était pas des SS, c'était de la Wehrmacht. C'était la Wehrmacht, c'était l'armée régulière en somme, la Wehrmacht. Alors, il a dit bon faudra pas recommencer et tout ça.
c'est pas très grave, et on m'a soigné, tout ça, c'est pas très grave, et c'est passé comme ça. Bon. Ils ont resté peut-être 3 mois ou 4 mois, à peu près. Ils ont resté à peu près 3 ou 4 mois. Oui. C'était au mois d'août. Ils ont resté 3 ou 4 mois. Montignac, Mhm. en Charente. Mhm. Ici, vous avez Saint-Amand-de-Boix. Mhm. Ici, vous avez Montignac. Et ici, vous avez Vars. Mhm. C'est à égale distance. 2 kilomètres là, 2 Mhm. kilomètres là. Mhm. Mais là, il y avait un cinéma. Et on allait au cinéma. Et de là, on allait au cinéma. On était 6 ou 7, des fois 8, ça dépend, même jeunes, quoi. Et on allait au cinéma. Alors le cinéma, il y avait le couvre-feu à 11 heures. Alors le cinéma, il finissait à 10h30. Mais à 10h30, on s'arrêtait à la boulangerie, parce qu'à la boulangerie, ils faisaient encore des gâteaux. À 10h30 du soir? Du soir, la nuit. Ah oui? Oui, il faisait des gâteaux. Et la boulangère savait qu'on allait venir manger des gâteaux. Et c'était celui qui en mangerait le plus qui en paierait le moins. Et la boulangère s'amusait avec ça. Ça l'amusait de nous voir nous chamailler pour celui qui paierait plus, tout ça. Alors, à chaque coup, elle y perdait des plumes. Oui. À chaque coup, elle perdait des plumes. Mais de nous voir Des jeunes comme ça, des c'était jeunes son comme plaisir. ça, et Ouais. elle était émerveillée de voir. Bon, un soir, on a traîné davantage, et puis on avait un copain qui, son père était sur de long, et il avait une charrette à bras. Mhm. Et dans la charrette à bras, on l'a pris, et on avait un copain qui jouait de l'accordéon, un autre qui jouait du saxo, un autre qui jouait de la flûte, oui, de la flûte. Mhm. Et puis, ça faisait comme un petit genre d'orchestre. On faisait surtout du bruit. On faisait surtout du bruit. Et puis, ils montaient dans la charrette, et nous, on les emmenait. Ceux qui jouaient de l'accordéon et tout ça, ils étaient dans la charrette. Et nous, on les emmenait en charrette. Quand on est revenu, les soldats allemands ont entendu la musique, Mhm. et ils se sont dit, oh, les jeunes, ils s'amusent, et nous, Merde. on ne s'amuse pas. Alors, ils nous ont ramassés, ils nous ont emmenés à la commandanture, et ils nous ont montés dans la commandanture était dans une grande maison bourgeoise, comme une louinière, vous voyez, d'ici. Là-bas, ils étaient une grande maison bourgeoise, avec étage. Alors, ils nous ont montés au premier étage, et ils se sont dit, on va ils nous ont dit des trucs qu'on n'a pas compris, mais on a compris après. On va leur donner une leçon. Oui, mais ils ont été chercher des bottes Mhm. et du cirage, et il fallait cirer des bottes. Ah, d'accord. Et la fenêtre était ouverte, le gars, il vient avec une brassée de bottes, moi j'attrape les bottes et je les repasse par la fenêtre. Et il y avait un sentinelle qui était en dessous, qui prenait les bottes sur la gueule. Vous avez un côté espiègle Oh, que j'aurais oh, pas imaginé. mais Mais risque tout, hein. oui, Risque tout. oui, risque tout. Risque tout. D'ailleurs, je vais vous annoncer une anecdote. L'école était normalement jusqu'à 14 ans. Mhm. Mais comme je travaillais très mal à l'école et que c'était le travail qui comptait, c'était pas l'enseignement qui comptait, c'était le travail. Alors, mon père m'a mis domestique dans une ferme pour soigner des cochons. Mhm. Dans une ferme assez bien. Et dans cette ferme-là, il y avait un autre domestique. Et moi, jeune, j'avais 13 ans, Mhm. puisque c'était au mois de septembre, j'avais eu 13 ans au mois d'août.
Et je soignais les cochons avec des choux, avec des betteraves, avec des topinambours, enfin un tas de choses, quoi. Et on cuisait les topinambours dans une grande marmite. Et un coup, ça faisait un mois que j'étais là, un mois. Alors la marmite, je mettais des fagots en dessous pour allumer le feu, pour faire chauffer, cuire le truc, tout ça. Et pendant ce temps-là, je m'occupais à faire la paille aux cochons et tout ça, parce que les cochons étaient sur paille à ce moment-là. Ils n'étaient pas sur... Et quand on a été... le patron vient et me dit, mais t'as pas allumé ton feu, si? Mais si, je l'ai allumé, mais il s'est pas allumé. Alors, il me fout un coup de pied au cul. Oh, qu'est-ce qu'il a pas fait? J'avais la fourche dans les mains. Je dis, ah bon? Un coup de pied au cul, ben, j'y fous un coup de fourche comme ça, à travers ses vêtements, mais pas percé. Mais je l'accule le long d'un mur. Et j'ai dit maintenant le coup de pied au cul, je dis moi, c'est un coup de fourche dans le ventre. À 14 ans, hein? À 13 ans. À 13 ans. À 13 ans. Alors, le gars, il dit, il va me tuer ce con-là, il va me tuer. Alors, il y a le voisin en face, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il gueulait, et pourquoi il gueule comme ça? Alors, il me voit avec ma fourche, et alors, cet homme-là, il avait 9 enfants, lui aussi. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je dis, il m'a foutu un coup de pied au cul, je dis. Il n'en foutra plus à personne, moi je vais l'éventrer, je dis. Et je vais l'enfourcher, je dis. Alors, il dit, non, 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 fais pas ça, viens avec moi, il dit. Et pose la fourche et viens avec moi, et tu viens chez moi, il dit. Mais je dis, je peux pas aller chez vous, il y a beaucoup d'enfants, tu en feras un de plus. Alors, bon, parce que lui, ce patron-là, à table, quand il avait fermé son couteau, vous aviez fini de manger. Lui, il fermait son couteau et vous aviez fini de manger. Et puis, un coup, j'étais revenu pour lui demander quelque chose. Il était revenu se mettre à table et il mangeait du fromage. Ah, ça m'avait pas plu, ça. J'ai dit, nous, on n'a pas droit au fromage. Il a fermé son couteau, mais lui, il vient de se remettre à table pour manger du fromage. Oh, je dis ça à l'autre domestique, il me dit, ben oui, c'est pour ça que je me dépêche à manger, il dit, pour manger à ma faim. Et donc, du coup, vous l'avez quitté, celui-là, ou pas? Ben, je l'ai quitté. Et vous êtes allé chez le voisin? J'étais chez le voisin. J'étais chez le voisin pendant quelques jours, peut-être 5-6 jours, 4-5 jours, je ne sais pas, quelque temps. Je dis, mais il faut que je vais te trouver une place, et une bonne place pour que tu seras bien. En effet, il m'a trouvé une place, le village à côté, et où je suis resté un an. Bon, on en revient. On en revient aux bottes, là. On en revient aux bottes. Bon. Alors, le gars qui reçoit les bottes sur la figure, il n'a pas apprécié non plus. On est à la commandanture, et puis à la commandanture, à ce moment-là, il y avait des soldats allemands, et il fallait fournir du foin, de la paille, des animaux, et qu'on avait bientôt pu, tout ça. Alors, la paille, il y avait une machine pour presser la paille, pour l'armée, quoi. La paille, du foin, tout ça, et il fallait emmener ça à la gare de Vars, alors 2 kilomètres plus loin. Et sur la place de Montignac, il y avait donc cette presse pour botteler la paille ou le foin, et les gens apportaient ce qu'ils pouvaient, le foin de paille pour être... Et alors, en fait. après cette paille qui était bottelée, il fallait la porter à la gare de Vars. À la gare de Vars, il n'y avait pas de train, de wagon pour charger cette paille et tout ça. Il y en avait une montagne de foin et de paille à la gare de Vars. Alors,
ils nous ont réquisitionné, les jeunes, justement, pour stocker cette paille. Il fallait gerber ça, Ouais. monter tout Ouais. ça. C'était lourd, enfin, on faisait ça. On était réquisitionnés pour faire ça. Alors, moi, j'étais réquisitionné avec les chevaux de mon patron et les charrettes pour porter toute cette paille à la gare de Vars pour faire 2 kilomètres et tout ça. On faisait 2-3 tours par jour. Et ça, voilà. Oh, moi, j'en ai eu marre. J'ai dit, ça va pas tourner comme ça. Dans l'intervalle, il y avait eu le retour à la terre. C'est-à-dire que les étudiants, à l'époque, on les a renvoyés à la campagne, Dans les fermes. dans les fermes, pour qu'ils soient nourris, et puis en plus qu'ils travaillent, Remplacer les hommes qui étaient remplacer les hommes qui étaient prisonniers. Qui étaient prisonniers. Alors, le mois d'août passe, les batteries étaient faites. Chez nous, en Charente, les batteries se faisaient au mois d'août, tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie? Battre le grain. Le battage du grain. Le battage. D'accord. Le battage étant fait, tout, les trucs étaient rentrés, tout. Alors, je dis, je vais prendre. J'avais donc rencontré un étudiant et son père était chef cantonnier à à La Rochefoucauld. À La Rochefoucauld. Et La Rochefoucauld, c'était la ligne de débarcation. Oui. C'était la ligne de débarcation, La Rochefoucauld. Et lui, comme il passait d'un côté et de l'autre. Alors, avec son fils, en vélo, on avait été à La Rochefoucauld, comme ça. Et le père, on avait discuté, et j'avais emmené des lettres pour qu'il passe de l'autre côté du pays. J'avais emmené des lettres et tout ça. Alors, on était donc en cheville avec ce qu'on appelait la zone libre. C'est ça. Qu'on appelait la zone libre. Alors, j'ai dit aux copains, j'ai dit, moi, je vais faire quelque chose, et je vais partir en zone libre. Alors, il me dit, si tu veux, parce qu'à ce moment-là, il y avait eu la classe 42 qui avait été appelée pour aller travailler en Allemagne. Alors, il y en avait qui avaient parti, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas partis, qui s'étaient planqués dans des fermes aussi. Le STO. Voilà, mais là, on est en 40 ou on a fait un saut en 42? On est déjà en 43, là. Oui, là, on a fait un saut en 42 et même 43. Oui, on est en 43. Oui, on est en 43. Donc là, on est en 43. En 43, vous avez quel âge? 18 ans et demi. Voilà. Et vous vous dites, mais en 43, la zone libre avait déjà été envahie. Non. Alors, vous étiez fin 42, alors. Non, c'était 43. C'est en novembre 42 que la zone libre a été envahie. Oui, mais en novembre 42, mais Toulon n'a pas été sabordé à ce moment-là. Oui, il restait la zone libre quand même. Il y avait quand même il restait la zone libre. Il y avait encore une armée. Oui. Il y avait encore une armée française en zone libre. D'accord. Il y avait encore Oui, et la ligne était fermée. La ligne était fermée. D'accord. La ligne était fermée. La ligne s'est ouverte qu'après Toulon. Après Toulon. Bon. Donc vous décidez, en début 43. En 43, septembre 43. Ah oui. Septembre 43. Vous aviez 19 ans. J'ai mon vélo et avec un copain, je dis, écoute, je vais partir en zone libre, j'ai ma malle, j'ai mes vêtements, je veux pas que mes patrons soient inquiétés. Ma malle, est-ce que tu pourrais la planquer chez toi? Si je reviens, je reviens. Si je reviens pas, tu prends mes affaires et puis. Alors il dit d'accord. Mais je dis
Surtout, tu dis rien. Bon. Mais avant de partir, je dis, il ne faut pas que je parte comme ça. Mon patron, qui était maire nommé par la préfecture à ce moment-là, il touchait de l'essence. Parce qu'il avait une voiture et il touchait 5 litres d'essence peut-être par mois, ou il touchait un peu d'essence. Alors comme il en avait en réserve, moi j'ai pris un bidon d'essence et puis je suis passé sur la place du village, j'ai foutu le feu à la presse et à la locomotive, tout ça, j'ai foutu le feu là. Avec mon vélo, je suis parti à la gare de Vars, j'ai refoutu la gare de Vars a toute brûlée, la paille et les foins et tout ça. Non, oui, pas toute la paille. Tout a brûlé. C'était un gigantesque incendie. Oui, c'était un incendie énorme. Et vous l'avez vu de loin? Ah non, moi j'ai pas vu parce que j'ai pris mon vélo et puis par des petites routes et j'ai pas regardé, je suis pas resté à regarder là parce que je traversais la forêt en vélo, et de traverser la forêt en vélo sans lumière, sans rien, et faire attention qu'il ne vienne pas de lumière en face de moi pour me planquer, tout ça. Alors, je suis parti et effectivement, le lendemain, il y a eu l'enquête des gendarmes parce que la gendarmerie, elle existait toujours, même en zone occupée. Les gendarmes étaient toujours occupés avec la préfecture, quoi. Et bon, alors c'est donc resté comme ça. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est Laroche. Bah, ils l'ont su parce que vous aviez disparu. Et voilà, c'est Laroche. Bon, mais Laroche, il est où? Ah ben, on ne sait pas. Alors, j'arrive donc chez le copain en zone libre. Il me dit, bon, je vais te faire passer. Et il y avait d'autres copains aussi, 3 ou 4, qui venaient de Paris d'ailleurs, des étudiants qui venaient de Paris, pour passer en zone libre, pour aller et planquer. Mais on ne savait pas où. Mais à ce moment-là, on formait déjà des maquis. Et je passe à le nom, Chabanais. Le Chabanais en Charente, chez une personne, une institutrice, qui faisait des faux papiers, qui faisait les fausses cartes d'identité. Alors, elle me dit, toi, je n'ai pas besoin de te faire de fausses cartes d'identité, parce que toi, tu es plus jeune. Tu ne fais pas partie de la classe 42, tu fais partie de la classe 44. Ta carte d'identité va servir à un plus vieux que toi, et toi, je vais te faire une carte d'identité pour te vieillir. C'est ça. Alors, on me fait une carte d'identité au nom de Lucière, et puis ma carte d'identité va à un autre. Je vous signale ça parce que c'est très important, ça. Eh oui. On va donc au maquis, en Dordogne, entre Saint-Albert, Le Bugue et Sarlat, Oui. dans les bois, là. Oui. On était au départ une trentaine. Et on avait surtout des juifs, des officiers juifs. Le commandant de notre maquis était un commandant juif de l'armée étrangère. Et il savait parler 7 langues. Un gars important. Et il y avait un lieutenant de la garde du roi de Yougoslavie qui était dans le maquis avec nous. Il y avait un autre officier aussi. Il y avait plusieurs officiers. Et puis est venu le sabordage de Toulon. Oui. Alors des marins se sont sauvés et sont venus dans le maquis pour pas être prisonniers. D'accord. Ils sont venus dans le maquis. Il y en a qui sont venus dans le maquis. Et dans cet intervalle-là, le maquis, il fallait le ravitailler en nourriture, en vêtements, en chaussures, en tout ça. Et où trouver des vêtements? Dans la zone libre,
on avait fait les jeunesses. Les jeunesses. Oh, jeunesse. Mince, le nom m'échappe. Ouais, enfin, elles étaient patriotiques, quoi. Oui, Quelque enfin, chose comme ça, Maréchal, nous voilà. Voilà, c'est ça. Maréchal, nous voilà. C'était les jeunesses qui étaient habillées en vert. Ouais. Alors, on s'est dit, on va les piquer leurs vêtements pour habiller nous, et les chaussures et tout ça. Et en effet, on a été dans ce. Ils étaient aussi dans les bois, eux. Ils avaient un camp dans les bois. On leur a pris tout ça. Et puis, il y en a une dizaine qui sont venus avec nous, dans le maquis, qui sont venus avec nous, avec du matériel, enfin, du matériel, des ustensiles de cuisine, des trucs, des machins, des trucs comme ça. Bon, on a été. Et puis, dans l'intervalle, on a fait ce qu'on appelait des coups de main. Par exemple, moi j'ai été à un endroit qui s'appelle le Bug, il y a un moulin, et c'était lui, il ne voulait pas fournir de farine au maquis. Alors on y a été chez lui, mais le jour qu'on y a été, c'était un dimanche. Et ce dimanche-là, on avait reçu l'ordre parce qu'on recevait des ordres d'Angleterre, parce qu'on faisait partie de l'armée de l'AS, l'armée secrète, et qui était commandée par Maurice Schumann. Et quand on a été prévenu que chez Fautré, il y avait le milicien d'Arnan qui était invité parce qu'il y avait un baptême. Et il y avait donc Darnan avec sa garde, parce que Darnan était le chef de la milice de toute la zone française. Et quand on y a été, alors avant d'arriver dans le bourg, on y a été en voiture, on avait une traction avant, et on avait une autre voiture, je me rappelle plus, une Peugeot quelconque, et puis une Renault. On était bien une vingtaine. Parce que à l'entrée du bourg, on a coupé tous les fils téléphoniques. De l'autre côté du bourg, pareil. Mais les chiens, ils gueulent. Vous arrivez là, un chien commence à gueuler, vous allez plus loin, l'autre chien qui gueule. Tous les chiens du village, tout au long, ils gueulent. Ils gueulent. Ils donnent l'éveil. Qu'est-ce qu'il y a pour que tous les chiens se mettent à gueuler? Et quand on est arrivé, c'était un homme Fautré, je me rappelle toujours de son nom, Fautré. Et quand on est arrivé, il y avait une grande tablée, mais Darnan et sa suite étaient partis. Voilà. Étaient partis. Alors, le chef qui était avec nous, là, qui était un ancien militaire, qui dit Monsieur Fautré, qui sait, alors c'est un tel, tout ça. Alors, il y avait des prisonniers de guerre qui étaient là. Il dit, vous n'allez pas, moi j'étais prisonnier de guerre, vous n'allez pas me faire lever les bras et tout ça. Alors, il y a le chef, bon, avec son revolver, on fout un coup dans le plafond. Oui. Les femmes s'écroulent et les hommes se lèvent les bras. Alors on prend 2-3 miliciens, le propriétaire qui dénonçait les maquis, et l'anecdote elle est amusante parce que c'est une maison bourgeoise d'un moulin bien. Et il y avait des cochons qui étaient plus loin, tout ça. Et ils avaient une bétalière. On a pris la bétalière, on a mis les cochons dans la bétalière pour les emmener au maquis. Oui. Et la patronne, on ne l'a pas emmenée, elle, mais on a emmené son mari.
Et alors, elle dit, si vous emmenez mon mari, n'emmenez pas les cochons, au moins. Ça a été le coup de tonnerre. Ça a été le coup de tonnerre. On voit qu'elle aimait son mari. C'était le coup de tonnerre. Ça, dans le maquis, c'est resté ça, Ah oui. le coup funèbre. Il y avait des coups difficiles, mais il y avait des coups marrants aussi. Bon, dans cette aire, alors, on a emmené donc la bétalière, on a emmené les cochons, on a emmené les... Et puis, Fautrey a été emmené dans un autre maquis. Les autres miliciens ont été emmenés dans un autre maquis, parce que les autres maquis les ont jugés. Mais il y en a un qui a été Fusillé. fusillé. On D'accord. en fusillé. Oui, oui, c'est ça. On en fusillé. Et le patron du moulin, vous savez pas? Si, il a été fusillé. Ah, il a été Il a fusillé. été fusillé. Et c'était des gens qui étaient pas, c'était des juges qui étaient des résistants. C'est ça. C'était un tribunal, si on veut, d'avant la libération, quoi. Absolument. Bon, alors, quand on a été pendant quelques jours à trouver des armes, à nettoyer les armes, parce que Toulon avait été fait et l'armée française avait encore des armes et tout ça, et ils s'en sont débarrassés dans des mares, dans les rivières, dans les trucs, des caisses de munitions dans les mares. Alors on les sortait par les gens, on savait qu'ils avaient été, et on sortait. Alors il fallait les mettre sécher, les nettoyer, là, enlever le verre de gris, tout ça et tout. Alors on nettoyait tout ça, les armes, tout ça. On avait, je me rappelle, une mitrailleuse Skish, et puis des fusils, des fusils mitrailleurs. Ah oui. On avait des fusils mitrailleurs, on avait 4-5 fusils mitrailleurs, tout ça. Bon. Et puis, dans l'armée allemande, il y avait des soldats russes, mais de l'armée russe d'Ukraine. Oui, des Ukrainiens. Hein. Des Ukrainiens. Alors, le chef, notre chef, qui à Périgueux connaissait des soldats ukrainiens, parce que c'était des Ukrainiens, ils étaient tous officiers. Ils étaient tous officiers, mais là, ils étaient simples soldats dans l'armée. Alors, il en a fait venir 7 évadés qui sont venus dans le maquis. Alors, à ce moment-là, on était bien une 60aine. Et ça faisait du monde à nourrir et tout ça. Et, on était en quel mois, là, à peu près? Octobre. 43 toujours? 43. D'accord. Octobre 43. Oui, parce que j'ai été arrêté le 20 octobre 43. Bon, dans cet intervalle-là, qu'on a pris les soldats, enfin les Ukrainiens, habillés en soldats allemands, le chef a dit on va aller attaquer maintenant le terrain d'aviation de Bergerac pour trouver de l'essence. Et pour faire la relève des soldats allemands au camp d'aviation, s'est servi des uniformes. C'est eux qui ont fait la relève des soldats, quoi. Alors on a pu rentrer et tous les autres qui étaient au dortoir en caleçon habillés, on est rentré, hop, et on leur a piqué les bottes, on leur a piqué les armes, on leur a piqué les vêtements, on leur a piqué tout ça, on les a laissés en pyjama. On les a pas tués. Ah non, on les a pas tués. C'était peut-être trop risqué aussi. C'était pas notre rôle. C'est ça. C'était pas notre rôle. Notre rôle, c'était de prendre des fûts d'essence. Alors, on avait un camion qu'on avait pris
l'organisation Todd, Mhm. un camion au moins une dizaine de tonnes. On a rechargé des fûts dedans, et des fûts d'essence, tout ça, et on est parti à travers les bois. Mais comme c'était assez loin de Bergerac pour venir à notre maquis, on a dû passer dans des petits bois et se planquer toute la journée. Et, oui, non, il n'y avait pas à ce moment-là, Pas d'avion. il n'y avait pas d'avion. Les avions étaient faits pour autre chose. Il n'y avait D'accord. pas d'avion, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas tout ça. Alors, on est resté là, planqué dans les bois. Et puis le lendemain, on est repris la nuit, on est reparti pour rentrer à notre maquis. Et alors, notre maquis devenant tellement important, les gardes mobiles et les GMR qui sont les CRS maintenant, sont venus attaquer notre maquis. Mhm. Mais nous, moi je faisais partie d'un commando qui allait à Périgueux, qui emmenait une valise d'explosifs pour faire sauter la commandature de Périgueux. Alors on était dans un camion, le camion Todd d'ailleurs, on était 8, et un habillé en gendarme, Mhm. un qui était habillé en gendarme, mais par contre, qui avait des pattes. Mhm. Et dans la gendarmerie, il n'y avait pas de pattes à ce moment-là. Et ils nous arrêtent en cours de route, la garde républicaine qui nous arrête en cours de route, regarde notre laissez-passer. Bon, bah c'est bon, ça passe. Allez, continuez. Parce qu'on allait déménager des gens du STO, pas du STO, Ouais. si, du STO. Tu devais partir au service du travail obligatoire. Voilà. Alors, on y allait, et puis, dans l'intervalle, on passe, parce que le chemin de forêt était étroit, on rencontre les fameux GMR. Alors, les GMR, les républicains avaient dit, ben, vous passez, mais les GMR, ils disent, nous, on va contrôler. Ils ont contrôlé le camion. Alors, ils ont trouvé les mitraillettes, ils ont trouvé la La valise, valise. la valise d'explosifs, tout ça, et ils nous ont arrêtés parce que il fallait pas faire feu, il fallait passer incognito, parce qu'on allait à Périgueux, on, dé, on déposait cette valise sur le pont de Périgueux à une personne qui est, et nous, on allait pendant l'heure de midi à 2 heures cambrioler la garde républicaine, leur piquer les couvertures, leur piquer des chaussures, leur piquer un tas de choses, quoi. On avait tout ce qu'il fallait, c'était fermé à cadenas, tout ça, et c'était pas gardé. Alors on devait charger notre camion, mais on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire parce que on a été arrêté. On a été arrêté, et là, la loi Par des Français. par des Français. On a été arrêté par des Français, et on a eu de la chance parce que la cour martiale était déjà décrétée. C'est-à-dire que tout homme arrêté les armes à la main était fusillé. Séance tenante. Alors, justement, on est donc enfermé à la prison de Périgueux, dans des cellules individuelles, en attendant l'instruction. Mais l'instruction, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a traîné pendant au moins 8 jours. Alors on se demandait qu'est-ce qu'ils vont nous faire, qu'est-ce qu'ils vont tout ça. Alors, une anecdote là, dans la prison de Périgueux, c'était une maison d'arrêt. Ils nous donnaient la soupe dans des gamelles de la guerre de 14. Mhm. Les gamelles de la guerre de 14, c'est comme un petit faitout avec 2 oreilles.
avec 2 oreilles, et qui avait plein de trous de rouille. Et pour que la soupe s'en aille pas, on mettait nos doigts pour boucher les trous. Le truc. C'est dur. Des haricots avec des charançons, des carottes avec des vers, des navets durs comme du bois. Enfin bref, on est resté là 3 mois. Et ils nous ont emmenés fin début janvier 44 au tribunal de Limoges, tribunal spécial. Et dans la prison de Limoges, il y avait une partie de soldats de prison de la Gestapo allemande et une partie de Français. Nous, on était dans la partie de Français. Et dans la partie de Français, on a été une dizaine de jours, on a été jugé par un tribunal spécial qu'il y avait là à Limoges. Je me rappelle toujours, l'avocat que j'avais, moi, qui défendait plusieurs arrangements, était un Alsacien lorrain. Et un Alsacien lorrain qui avait peut-être, je sais pas, moi, 70 ans, qui faisait l'avocat, enfin bref. Alors on est tous condamnés à 5 ans de prison. Bon, on est tous condamnés à 5 ans de prison. 5 ans de prison, c'est bien. Ouais. C'est pas la... oui, ni les fusillades. Mais dans la prison qu'on était, il y a eu 2 gars qui ont été arrêtés par la Gestapo et qui ont été un nommé Chatti et qui avait ma carte d'identité. Ma vraie carte d'identité. On y arrive. Voilà, ma vraie carte d'identité. Et alors, il a été arrêté une première fois dans la prison de Limoges, mais du côté français. Et il a réussi à s'évader. Et il est revenu, il a été arrêté de nouveau, et il a été arrêté, et il a été remis dans la cellule dans laquelle il avait été arrêté la première fois. Et il avait caché son revolver dans la paillasse. Et quand il a été, comme il a été arrêté la deuxième fois avec une autre arme, il a passé à la cour martiale. Et la cour martiale siégeait dans la prison. Siégeait dans la prison, et il a été fusillé dans la cour de la prison. Lui et son copain, ils ont été fusillés. Alors, c'est-à-dire que ma carte d'identité a été fusillée. Laroche était mort. Laroche était mort. Et René Laroche était mort, et j'étais mort jusqu'en 45, que je suis rentré. Et alors, mon père a été prévenu que pour reconnaître le corps. Mais comme mon père était en zone occupée et que Limoges c'était encore la zone, c'était la zone occupée aussi, mais il y avait toujours la ligne de démarcation. Alors mon père il dit si je vais le reconnaître le corps, il dit ils vont m'arrêter. Alors il n'y a pas été. Alors donc on n'a pas reconnu le corps. On n'a pas reconnu le corps, si bien que quand je suis rentré en 45, ma mère touchait déjà la pension d'ascendant. Parce que ça avait drôlement été bien organisé, ça, aussitôt après la libération, pour les victimes et tout ça, ça avait été bien organisé. C'était du tonnerre. Et alors donc, je suis parti de Limoges à S, Villeneuve-sur-Lot. Oui. C'est une centrale. C'est une centrale qui existe toujours d'ailleurs. Et on a été là, dans cette centrale, on était 1200. Et 1200, grosse majorité communiste. Grosse majorité communiste. Quelques-uns catholiques
pratiquants et qui n'a pas collaboré, qui se trouvaient là aussi, mais la grande majorité communiste. Et de différents niveaux, des juifs aussi, des docteurs, des dentistes, différentes choses. Et alors des jeunes comme moi, mais aussi des gens qui avaient 65 ans. Des hommes de mûrs, des hommes politiques, des hommes qui étaient mûrs et tout ça. Et on a fait une révolte dans la centrale. On s'est révolté dans la centrale et la centrale était gardée par des gardes mobiles dans des miradors. Et alors là, on a voulu sortir en force de la centrale, mais sauf que dans la centrale, il y avait aussi des droits communs. Et les droits communs, eux, allaient travailler à l'extérieur de la centrale. Et ils rentraient. Et au moment de rentrer, ils ont vu que on s'était révolté et que ils ont donné l'alerte. Ils ont donné l'alerte, si bien qu'on n'a pas pu ouvrir la porte principale de sortie. Ils ont défendu la prison. Ils ont défendu la prison. Ils ont défendu la prison. Il faut dire qu'il y avait des prisonniers là-dedans. Il y en avait un ça faisait 24 ans qu'il faisait de la prison en 5 fois. Oui. En 5 fois. Il avait à l'hôtel un peu. Il était bibliothécaire à la prison. Oui. Et il avait sa femme et sa fille qui habitaient Villeneuve-sur-Lot et qui lui apportaient à manger tous les midis. Oui, il était à l'hôtel. Il était même là, planqué, pour pas que les Allemands le ramassent. Parce qu'il nous avait dit, toujours, il dit, quand je sortirai de prison, si je trouve une bonne occasion, je ne la manque pas. Parce qu'il connaissait l'avenue des Champs-Élysées, lui. Et il dit, je ne manquerai pas. Parce que, il dit, il y en a qui ont du pognon, ils savent quoi en faire. Moi, je sais quoi en faire. Il dit, je leur pique leur pognon. Enfin, bref. Ça, c'était un truc. Alors, là, on a donc tenu 24 heures. Et les Allemands s'en sont inquiétés. Et ils sont venus avec des canons. Et ils ont dit, si vous vous rendez pas, alors on devait se rendre, mais se rendre aux Allemands. Non, se rendre aux Français. C'était d'accord avec le préfet de Bordeaux. On devait être rendu aux Français, mais les Français nous ont rendus après aux Allemands. Et c'est de là que je suis parti de Villeneuve-sur-Lot à Compiègne en train voyageur, mais de 3e classe, mais assez confortablement, quoi. On a mis, je ne sais pas combien, 2 jours pour y aller. Et à Compiègne, on était donc renfermés pour être déportés en Allemagne. Et ça, c'était au mois de juin 44. Et au mois de juin 44, le 6 juin, on est rassemblés parce que la gare de Compiègne n'est pas à côté du camp. Et il faut aller traverser une partie de la ville, que je ne connais pas d'ailleurs, que je n'ai jamais été depuis. Il faut traverser une partie de la ville pour aller. Mais quand on est arrivé à la gare de Compiègne, il n'y avait plus de train parce qu'il y avait déjà le débarquement. Et le débarquement, il y avait des avions qui venaient, qui avaient été, et tout ça. Alors ils nous ont ramenés au camp de Compiègne. Et au camp de Compiègne, on s'est dit, ben c'est bon. On a appris par, je ne sais pas où, qu'il y avait eu le débarquement. Alors on s'est dit, on est sauvés, parce qu'on a pensé le débarquement, on a pensé qu'à ce moment-là, Bonjour madame. Mais vous n'êtes pas gelé. Mais oui, c'est vrai. On termine. Oui.
on s'est dit, on va pas être déporté, ça va aller vite, pensant que, comme les Allemands avaient fait, la vitesse de Belgique à Bordeaux, ils ont mis une semaine. Nous, ils se sont dit de la Normandie, il y en a pour 2 jours, il y en a pour 3 jours, peut-être pas plus. Alors, ça doit être le 16 juin, on est rassemblés, il y a un train et on est embarqué en Allemagne. On est embarqué en Allemagne, 100 par wagon. Et là, on va s'arrêter. On va s'arrêter parce qu'on reprendra une autre fois pour la partie allemande. Merci René. Il est 12h30. Eh oui, il est temps d'aller manger.